Abdoulaye Kanté, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir pour cette émission qui a cette émission spéciale autour de l'attentat tragique qui a eu lieu vendredi dernier et avec l'égorgement d'une policière. Donc on vous reçoit avec une première citation. C'est Geoffroy de Laganerie, le sociologue, et Assad Traoré dans une interview au Point qui avait dit « Nous sommes dans un système qui protège la police ». Qu'est-ce que vous évoque cette citation à l'aune des événements actuels? Vous le dites, hein, c'est que si la police, le système protégeait les policiers, on ne connaîtrait pas cette vague d'attentats qu'il y a eu sur nos collègues. Donc justement, j'apporte aussi un message de soutien ferme à nos collègues justement qui, dans leur quotidien, justement, au péril de leur vie, justement, font en sorte d'assurer la sécurité des Français. Et cette citation euh, me paraît quand même assez relativiste, voire simpliste, de se dire que le système protège les policiers. Je pense que plutôt, on protège la population. La police aussi peut avoir des critiques. Il peut avoir un ressenti de défiance envers la police. Mais quand on voit ce qui se passe ces derniers temps, je pense qu'on est passé à un autre stade en fait. C'est que quand vous attaquez la police, vous attaquez l'État, vous attaquez la République. Et ce qui fait notre socle, en fait, de notre société. Pourquoi est-ce que, enfin, on a le sentiment que les gens ont déjà oublié alors que c'était il y a quelques jours et que c'est un symbole très fort à travers cette fonctionnaire de police qui a été attaquée pour des motifs islamistes d'après les premiers résultats de l'enquête. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que ça ne fait pas tellement de bruit, pas tellement d'émotion? Évidemment, je pense qu'il y a énormément d'émotions, mais il y a une enquête en cours. Je pense que les réponses arriveront dans les jours à venir. Mais je pense ce qui est frappant, c'est que ça devient un peu banal, on va dire. C'est qu'il y a une émotion qui va durer 24-48 heures, et ensuite, après, les gens vont reprendre leur vie, même si la vie actuelle est difficile, parce que, voilà, vu les conditions sanitaires, donc les gens, je pense, aspirent à autre chose que de regarder ces images ou entendre ces mauvaises nouvelles. Mais ce que nous, on vit, c'est quand même quelque chose de très, très, je vais dire, grave, parce que ça devient banal maintenant. C'est qu'on peut attaquer les policiers ou les gendarmes au cœur même de leur travail, ou même à domicile. Et ce qui est quand même, j'ai envie de dire, très très grave. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous écoutent? Alors, je m'appelle Abdoulaye Kanté, donc j'ai 42 ans, je suis fonctionnaire de police, ça fait maintenant 21 ans. Et j'ai travaillé dans divers services de police, notamment j'étais en police secours, j'étais en brigade anticriminalité. J'ai fait une grande partie de ma carrière en police judiciaire. Donc j'étais à la section enquête et recherche, donc on faisait tout ce qui était atteinte aux personnes. Et j'ai été aussi voilà, dans tout ce qui était les attentats de 2015. Et depuis, je suis à la coopération internationale, donc un service qui s'occupe de tout ce qui est échange institutionnel, opérationnel avec les polices étrangères. Abdoulaye Kanté, le verdict est tombé sur l'affaire de Viry-Châtillon. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette affaire et de ce que vous avez ressenti au moment du verdict? Ce qu'il y a, c'est que Viry-Châtillon, c'était le point de départ en fait de mes prises de position, on va dire, publiques, médiatiques, parce que le fait que des collègues qui étaient, on les a missionnés pour surveiller une caméra de surveillance, et que là, ils se sont fait littéralement lyncher, voire les brûler vifs, c'était quelque chose que... C'est là le point de départ où les policiers étaient en colère, justement, et que voilà, ils ont failli perdre la vie. Et le président de la République n'avait pas été à leur chevet? Écoutez, il y a eu évidemment cette émotion médiatique, etc. Mais bon, après, je pense que non, il n'y a pas eu l'émotion de se dire que le chef de l'État vienne au chevet de ces personnes-là. Il y a eu les politiques, effectivement, mais bon, après, voilà. Mais concernant la décision, c'est une décision de justice qui a été rendue. Il faut la respecter. Émotionnellement, en tant que citoyen, c'est quelque chose que, oui, j'ai eu du mal à accepter parce que la justice a été rendue, mais on se dit pourquoi ce procès a été à huis clos? Pourquoi il y a encore des interrogations? Pourquoi en appel, ils ont pris moins qu'en première instance? Donc oui, c'est de la colère.
faut respecter la décision de justice, c'est de la colère. Pourquoi ils ont décidé le huis clos, justement? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas assisté à l'audience, je ne sais pas. Mais ça restera, la justice a été rendue. Il y a des gens qui sont satisfaits, d'autres qui ne sont pas satisfaits. Je fais partie des gens qui ne sont pas satisfaits, mais je respecte la justice. On parle souvent des violences policières, un peu moins des violences que subissent les policiers. En 15 ans, elles ont doublé, d'après une étude qui a été réalisée en 2019. Vous, qu'est-ce que vous ressentez au quotidien, aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, ce qu'on ressent au quotidien, c'est qu'il y a une réalité qui est bien là. C'est ces violences que les policiers subissent. Voilà, c'est que parce que certains essaient de voir un peu le mouvement inverse, se dire que, bah, étant donné que nous avons la légitimité de la violence, la légitimité, à partir du moment qu'elle est légitime, donc ils estiment que si nous on subit des violences, bah, parce que, comme disaient certains politiques, bah, parce que vous avez choisi le métier. Et si vous n'êtes pas content, bah, changez de métier. Et j'ai envie de dire que vous savez que quand vous êtes confronté à la violence quotidienne, il faut savoir aussi l'appréhender. Il faut savoir aussi l'apprivoiser, de se dire, mais attention, toute intervention n'est pas banale. Toute intervention n'est pas banale. Et quand on voit que les violences commises envers les forces de l'ordre ont doublé, ça montre aussi que l'autorité en lui-même n'est plus respectée. À l'époque, quand on était plus jeune, nos parents, les expressions nous apprenaient il faut avoir la peur du gendarme. Les temps ont changé, ça a évolué. Je pense qu'il faut plutôt faire comprendre que voir que le policier ou le gendarme est là pour aider. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir cette sensation de peur de se dire dès qu'il y a un policier ou un gendarme, oula, j'ai cette sensation de peur. On n'est pas là. Il faut qu'il y ait, on va dire, cette sensation d'être rassuriste. Voilà. Se dire, j'ai des policiers, j'ai des gendarmes qui sont autour de moi, je me sens en sécurité. Mais quand je vois qu'il y a une ambiance, des personnalités, une idéologie qui tendent à justement éduquer dans la haine anti-flic, je trouve ça très dangereux. C'est pas le message qu'il faut donner à nos enfants. Et concrètement, donc, ce que vous subissez au quotidien, aujourd'hui, ça se traduit comment? Ça se traduit que chaque semaine, vous ouvrez votre poste de télé, vous allez sur les chaînes continues. Il n'y a pas un jour, à part le Covid, que vous voyez qu'il n'y a pas... On ne parle pas des violences commises sur les policiers. Maintenant, c'est sur les policiers, sur les commissariats ou sur des brigades de gendarmerie. C'est des tirs de mortier, c'est des intimidations, des menaces? Écoutez, ça commence par moi à travers les réseaux sociaux parce que je suis affiché en tant que tel. Et vous avez divers policiers. Vous avez, maintenant, on passe à des intimidations, des menaces, où on affiche des visages à travers des profils des réseaux sociaux, ou parce que des noms sur des murs. Certains disaient que ce n'était qu'un ressenti, ou bien peut-être des choses, voilà, c'était banalisé. Mais non, non, du tout. C'est que là, aujourd'hui, c'est que on craint pour notre sécurité. Et je pense que, voilà, nous aussi, il faut qu'on se protège. Parce qu'au-delà d'être policiers, nous sommes des humains. Nous avons des familles. Alors, je pense que ceux qui ne veulent pas le voir sont dans le déni complet. Et c'est partout en France, ça? Je ne pourrais pas dire si c'est partout, mais je pense que ça reste encore de l'ordre, je veux dire, assez minoritaire. Mais déjà, le fait d'afficher ou de menacer des policiers par des moyens, on va dire, assez inadmissibles, ouais, je pense que ça existe et c'est ça qui ne devrait pas. Parce que récemment, c'était à Roubaix, à Grenoble. À Grenoble, à Épinay. Donc, et les tirs de mortier, par exemple, vous les subissez partout, même voilà, en France, partout. De plus en plus. Et on n'en parle pas parce que c'est banalisé? On en parle, mais bon, après, si vous voulez, ça fait juste, je ne sais pas, dans le terme journalistique, c'est juste un sujet et après on passe à autre chose. C'est qu'il faut, je pense, se conscientiser et se dire que, voilà, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Si vous voulez, quand on assiste à ce genre de choses, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de trouver, vous savez, la culture de l'excuse. Il n'y a pas de culture de l'excuse que quand vous attaquez des fonctionnaires de police, c'est injustifiable. Si vous avez des griefs envers l'institution policière ou la gendarmerie, vous savez, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit,
Dans un pays civilisé, il y a des process, il y a des procédures, il y a une justice, il y a une autorité judiciaire. C'est ça, en fait. On ne fait pas justice soi-même. Alors après l'assassinat de votre collègue, euh, certains ont parlé de protéger la police, mais est-ce que ça a du sens? Enfin, on va pas mettre des policiers pour protéger les policiers. Quelle est la solution à votre avis? Ce qui se passe, c'est que quand c'est encore très dur encore de parler de l'assassinat justement de notre collègue, parce qu'il y a eu aussi d'autres collègues comme Zagje Jugelet, comme Ahmed Berabet, donc, qui sont victimes du terrorisme islamiste. Et je pense que l'administration justement doit prendre conscience que nous sommes des cibles et qu'aujourd'hui il faut se donner les moyens de pouvoir nous protéger déjà, en ayant le matériel adéquat, en ayant justement le matériel juridique adéquat pour justement lutter contre cela. Donc des solutions, écoutez, je ne sais pas quelle serait la bonne solution, mais je sais qu'actuellement, nous policiers, étant donné que nous sommes des cibles, ben, nous avons notre arme de service. Voilà, je sais qu'il y a eu une polémique il y a quelque temps. Oui, certains s'offusquaient de dire que oui, les policiers sont armés et rentrent chez eux avec. Mais je pense qu'au vu du contexte de ces dernières années, ce n'est pas un contexte de quelques jours, hein, c'est quand même depuis ces dernières années. Je pense que oui, effectivement, il faut qu'on ait aussi une protection. Moi, personnellement, oui, depuis 2015, oui, voilà, j'ai mon arme quotidiennement sur moi et c'est une protection. Comment se fait-il que la police ne se révolte pas davantage? C'est-à-dire que vous le rappelez, il y a eu plusieurs attentats commis sur des policiers, des violences au quotidien, et pourtant, on a l'impression d'une institution qui reste assez silencieuse. La révolte, non, parce que vous savez, on est quand même un garant aussi des institutions. Parce que je pense que si on doit se révolter, on va fragiliser aussi ce qui fait notre République. Alors que nous sommes les garants de cette République. Pour autant, nous avons aussi des problématiques. Nous avons aussi beaucoup de choses aussi qui font que ça ne va pas forcément. Vous savez, la police, je l'ai dit il y a quelque temps, c'est un mur, on va dire, moisi, sur lequel on a mis de la peinture. Mais au final, c'est pas traité de l'intérieur. Vous voyez? Il y a eu des améliorations depuis ces 20 dernières années. Il faut être réaliste, il y a eu des améliorations. La société aussi avance, beaucoup de choses aussi changent, et que on doit s'adapter. C'est vrai qu'on a un petit peu de temps de retard, on essaie de le rattraper pour autant. Après, vous savez, c'est un volet que je maîtrise pas trop. Les politiques aussi ont leur vision de la police, qui des fois peut-être peut être en décalage avec la réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez encore des femmes et des hommes qui seront là pour assurer votre sécurité, avec leurs moyens et les moyens qui leur en sont alloués. On est en plein Beauvau de la sécurité. Est-ce que vous pensez que des choses vont en sortir qui seront positives pour l'institution? Alors, vous allez me corriger hein, si je me trompe, hein, c'est Clémenceau qui disait que si on veut cacher un problème, il faut créer une commission, c'est ça? Alors justement, j'espère que ce Beauvau de la sécurité le fera mentir et on espère que ça accouchera d'idées concrètes. Donc là, les consultations sont toujours en cours, hein, donc d'ici, je pense, fin mai, il y aura déjà des réponses qui seront apportées. Et je reste optimiste parce qu'il y a une vraie demande. Parce que vous savez, la police euh, a besoin de matériel pour pouvoir justement servir les citoyens. Et les premières victimes de tout ce qui c'est violence urbaine, de ces dégradations, de toute cette violence et de cette criminalité, ce n'est pas la police, hein, c'est la population elle-même. Parce que c'est elle qui en demande. C'est elle qui en demande de moyens policiers, etc. Quand vous voyez que dans un quartier, du matériel policier est dégradé, c'est un service en moins, un service public en moins. Dans certains quartiers de France, on dit que oui, ce sont des territoires perdus de la République. Mais parce que le service public, justement, n'a pas les moyens, on va dire, matériels pour pouvoir essayer d'être présent là-bas. Et donc, c'est du service public en moins. Donc, du coup, ça donne place à l'anarchie, la criminalité, etc. Et justement, la République, elle est partout chez elle. Et ça, il faut le rappeler. Certains accusent la police d'être systémiquement raciste. Est-ce que vous, en 21 ans, je crois, de carrière, vous avez déjà subi des discriminations en raison de votre couleur de peau
dans l'institution policière. Oui, oui, il est déjà arrivé que justement, j'ai été victime de racisme et que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai dénoncé. J'ai dénoncé aussi à qui le droit, parce que à dire que justement que le racisme est systémique dans la police, c'est faux, parce que la police française n'est pas raciste. Il y a des comportements racistes. La société, comme dans toute société, il y a des comportements racistes. Il n'y a pas plus de racistes dans la police que dans d'autres administrations. Ça, par contre, il faut justement rétablir les faits par rapport à cela. Maintenant, par rapport à il y a eu une affaire d'un collègue, justement, on va dire noir, un collègue noir qui a subi des ignominies, qui a subi des insultes venant de ses propres collègues avec qui il travaillait quotidiennement. Et ça, par contre, oui, effectivement, c'est inacceptable. Et justement, je lui apporte tout mon soutien parce que c'est pas acceptable dans notre police. Et encore une fois, je suis très clair, tout comportement raciste dans notre administration doit être totalement banni et que justement, j'appelle à l'administration d'être encore plus vigilante. Parce que vous savez, l'administration ne fabrique pas des racistes. Quand on dit systémique ou structurel, ça veut dire que c'est une fabrique. C'est-à-dire que quand vous êtes en école, on vous apprend à devenir raciste envers une autre population, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Vous savez, la police, c'est un terreau de personnes qui vient de la société. Alors, justement, on essaie d'être perfectible, mais après, il peut arriver qu'il y ait des imperfections qui rentrent dans notre administration, et c'est à l'administration, justement, d'être un peu plus vigilante par rapport à cela. Mais encore une fois, la police française n'est pas raciste, mais ce qui est à combattre, ce sont les comportements racistes qui la composent. Alors, nous sommes un des pays au monde, en fait, où il y a, si on compare à d'autres, le moins de bavures policières, justement, et au contraire, énormément de policiers agressés. Pourquoi est-ce que dans la tête des gens, en tout cas, il y a un préjugé qui dit que c'est l'inverse? Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un basculement, en fait, sur les dernières années, parce qu'on a eu, vous savez, les manifestations de la loi travail, la loi El Khomri. Il y a eu ce phénomène des gilets jaunes qui, de ce que disaient les 68 arts, j'ai pas connu, hein, mais disait que on n'a jamais connu ça. Cette vraiment violence qu'il y a eu vraiment pendant cette période a été difficile à la fois pour les policiers, pour les gendarmes, mais aussi pour les manifestants, parce qu'effectivement, il y a eu des manifestants qui ont été réellement blessés. C'est des images qui sont pas belles à voir, et je pense que ça a été un basculement en fait. Donc là, ça reste quand même, j'ai envie de dire, quelque chose de difficile dans l'histoire de notre pays. Mais je pense que faut aussi bien recadrer les choses, ou que quand même la police n'est pas la plus violente, la police française n'est pas la plus violente, on va dire, par rapport à d'autres pays. Je pense qu'il faut aussi... il y a eu des images évidemment inacceptables, des images fortes de part et d'autre, mais pour autant, la police française n'est pas la plus violente en Europe ou dans le monde. Je pense après, si on doit faire des comparaisons, après... Vous êtes policier en banlieue parisienne, dans le 92. Est-ce que vous pensez que des émeutes pourraient à nouveau exploser comme en 2005? Il y a la situation sanitaire, justement, qui est très pesante, en fait, sur les esprits des gens, surtout dans les jeunes. Et je tiens à rappeler aussi que pendant le dernier confinement qu'il y a eu, les quartiers, en grande majorité, ont respecté le confinement. Vous savez, après, on est dans une période où il y a une restriction des libertés. Vous savez, la liberté est très, très importante dans notre pays. C'est un droit, hein. Et que quand on touche à ce droit fondamental, donc c'est vrai qu'on peut se sentir, on va dire, très offusqué, on peut être énervé. Et c'est vrai qu'on peut avoir une défiance envers ceux qui décident par rapport à ces restrictions de liberté. C'est-à-dire nous, l'État. Il y a des possibilités. J'ai envie de dire, il y a des possibilités que ça peut revenir. Mais bon, justement, on veut éviter cela. Je reste optimiste, mais je n'espère pas. Mais on restera vigilant. Si vous aviez une ou deux réformes emblématiques, vous, pour la police, à partir de ce que vous vivez au quotidien, qu'est-ce que ce seraient ces propositions? Il y a tellement de choses, hein. Je pense que réforme, je pense qu'il faudrait rétablir vraiment concrètement les relations police-population. Ça, je pense que, oui, quand je dis rétablir les relations population, c'est que, en gros, qu'on s'ouvre un peu plus.
on doit accepter les critiques pour mieux nous améliorer. Parce que on n'est pas, vous savez, cette phrase si circuler, il n'y a rien à voir, n'est plus entendable par la population. Mais ceci dit, il faut aussi qu'on fasse aussi de la pédagogie et que la population aussi comprenne aussi nos actions. Donc ça déjà, il y a le volet relations police-population. Et aussi, je pense, améliorer aussi les relations entre la police et la justice. Parce que oui, on a aussi ce sentiment d'impunité. Se dire que oui, quand on interpelle un individu où il y a... cet individu, après on le voit, il ressort, il nous nargue, c'est un ressenti. Parce qu'effectivement, la justice aussi a ses problèmes aussi. Elle est en manque de moyens et elle doit être aussi aidée. Donc je pense que ce sont des réformes aussi qui doivent être menées, mais vraiment de manière concrète, quoi. Et non pas des petites réformettes comme ça. Sur la formation aussi. Sur la formation, parce que la formation doit s'adapter comment dire, la société actuelle. Elle doit s'adapter aux nouveaux défis qu'il y a. Vous savez, si on doit parler du sujet, on va dire, du racisme, il est nécessaire qu'on puisse conscientiser les nouveaux gardiens de la paix en leur expliquant que, attention, vous représentez la France, vous avez un uniforme, n'oubliez pas que voilà, vos idées, vous les laissez chez vous, mais en aucun cas vous les appliquez sur le terrain. Parce que la population sera exigeante avec vous. Il faut que vous soyez exigeant avec vous-même, c'est-à-dire l'exemplarité. Donc ce sont des choses qui ne doivent plus être balayées comme ça, on en parle. Non, il faut vraiment conscientiser, parce que la société actuelle a beaucoup changé, a beaucoup évolué, et nous sommes un melting pot on vient de partout. Vous savez, la police, c'est plus celle d'il y a 40 ans, où c'était vraiment, j'ai envie de dire, enfin, je vais pas dire le blanc, parce que j'aime pas trop faire comparaison avec les couleurs. La police, en fait, est à l'image de la société. Vous voyez, la police, c'est des gens, des Abdoulaye, des Lee, etc. Diverses origines, mais qui composent notre société. Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à vos enfants de devenir fonctionnaires de police ? Ils connaissent mon métier, ils sont fiers de moi, et j'ai tendance à plutôt laisser en fait l'enfant décider de son avenir. Mais effectivement, je donnerai mon point de vue. Après, vous demandez si je lui demanderais d'être policier. Je lui dirais, si tu as envie, je lui expliquerai les avantages et les inconvénients. Toutes ces choses qui font que ce métier est passionnant, mais très difficile. Si vous aviez un message à faire passer à la famille de Stéphanie, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Juste lui dire qu'on pense à elle, que nous sommes à ses côtés, et que pour autant, on restera toujours vigilant par rapport à ces attaques que l'on subit, et nous sommes de tout cœur avec elle et nous la soutenons. Merci beaucoup Abdoulaye Kanté, et puis merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro spécial du Livre Noir consacré à cet événement tragique et puis plus généralement à la police aujourd'hui, comment elle fonctionne et comment elle pourrait s'améliorer. Donc merci à vous d'avoir répondu à cette question et puis à tous, continuez à nous suivre, à commenter et dites-nous sur quelle thématique vous aimeriez qu'on intervienne dans les prochaines semaines. À très bientôt et très bon mercredi.